Bonjour à tous. On va commencer. Donc cette visite, elle a lieu suite à une opération d'inventaire de l'architecture du patrimoine qui a été réalisée en 2014 et 2015 avec pour thématique les villages à commun. Donc pour ce travail d'étude, je vais juste vous rappeler la méthodologie rapidement, histoire que vous compreniez comment on en est arrivé là, ici à la Bréjonnière aujourd'hui. On a donc travaillé sur l'architecture des villages, mais aussi les modes de vie dans ces villages-là. Donc on s'est appuyé à la fois sur les vestiges architecturaux anciens in situ dans les villages, mais aussi sur des documents cadastraux qui ont été en fait la première source de travail pour cette étude. Donc l'étude, elle s'est appuyée sur deux recensements. Un recensement des communs de villages qui existent encore actuellement selon les données cadastrales en 2014. On a une personne qui est présente ici qui a participé à ce recensement-là, Olivier Fouché, étudiant justement à l'époque en géographie, donc avec lequel on avait, avec l'université de Nantes, Ligarin, avec laquelle on avait un partenariat. Donc un gros travail de recensement de ces villages-là sur le territoire, pour lequel on a eu un résultat de 596 communs répartis sur 288 villages. Et un double recensement pour donner une épaisseur historique à cette étude dans le cadastre napoléonien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, cadastre napoléonien, ou est-ce que vous souhaitez que je précise ce que c'est comme type de document? C'est bon ? C'est bon pour tout le monde. Alors, donc on a regardé effectivement dans les états de section du cadastre napoléonien toutes les propriétés, toutes les propriétés foncières qui étaient communes à l'ensemble des habitants d'un même village. Pour ce recensement-là, on a eu un résultat d'environ 700 villages sur l'ensemble des 30 communes du pays du vignoble nantais. Donc on avait un corpus assez étendu de 1000 villages pour lesquels on a eu un travail de terrain assez important avec un chercheur de l'inventaire au service inventaire région Pays de la Loire qui a accompagné en fait techniquement et scientifiquement cette étude. Et à partir des constats que nous avons pu faire sur le terrain, sur ces 1000 villages, nous avons essayé de resserrer un corpus de 96 villages qui nous permettaient d'avoir une approche transversale, thématique de l'ensemble des dynamiques qui étaient liées à ce phénomène de villages à commun sur le territoire. Parmi ces 96 villages, on en a sélectionné 12 qui ont fait l'objet d'une étude plus approfondie pour lesquelles on a regardé à la fois l'architecture mais également les propriétés foncières des habitants sur le cadastre napoléonien, donc à 200 ans d'écart, et également justement les modes de vie et le rôle des communs dans ces modes de vie. Et parmi ces 12 villages, on a retenu la Bréjonnière parce qu'il nous paraissait intéressant à la fois du point de vue de l'architecture mais aussi du point de vue des usages des communs. Donc en fait aujourd'hui, par le biais de cette visite, je vous propose qu'on identifie ensemble les grandes caractéristiques qui font que la Bréjonnière est un village à commun typique. Ce sont des grandes caractéristiques qui sont à la fois architecturales, sociales, foncières, qu'on va retrouver sur la majorité des villages à commun qu'on a pu voir sur le territoire. Donc on va peut-être regarder le paysage pour commencer, donc je vous propose de me suivre. Alors, je vous propose qu'on se repère un petit peu mieux dans l'espace, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément du vignoble. Donc on est effectivement sur la commune de la Boissière du Doré, qui se trouve ici. Le terrain d'étude, c'était l'ensemble des 30 communes du pays du vignoble nantais. Vous avez ici sous les yeux, en fait, la carte des 596 communs répertoriés dans le cadastre de 2014. Donc nous, on se trouve ici, au sud-est de la commune de la Boissière du Doré, sur un site qui est en fait un site de plateau en pente douce. En pente douce, pourquoi ? Parce qu'en fait, il s'implante à 700 mètres des rives de la Divate, qui est une rivière qui prend ses sources dans le Maine-et-Loire, donc département limitrophe, et qui ceinture en fait toute la Boissière du Doré et qui vient se jeter dans la Loire. Donc, par exemple, là, on a un point de vue sur le paysage. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez ? Quels sont pour vous les éléments ? La Divate dans le fond, effectivement. Oui. Non, le Maine-et-Loire est plus sur la gauche.
Et du point de vue de l'activité agricole, si on peut en parler comme ça, on parle de pays du vignoble nantais. Vous trouvez qu'on est sur un paysage typique? Non, hein. Effectivement, on est exactement. On est sur un paysage de transition, c'est-à-dire que on a devant nous surtout des prairies semi-ouvertes qui font penser au bocage des Mauges qu'on trouve juste à côté, vu qu'on est en bordure limitrophe du Maine-et-Loire. Donc ce sont des prairies semi-ouvertes encadrées par des haies qui effectivement rappellent l'activité agricole sur ce type de territoire. Elle est rappelée ici aussi de façon actuelle avec un hangar que l'on peut voir d'ici, vu qu'il y a toujours une activité agricole sur le village. La vigne, elle n'est pas inexistante. Derrière vous, vous avez des parcelles de vignes qui sont toujours présentes. Elles sont marginales, on n'en a presque pas par rapport au cœur du vignoble nantais, mais elles sont toujours présentes sur le paysage. Je vous propose qu'on compare justement avec le cadastre napoléonien. Le cadastre, il date de 1808. Alors, j'en ai fait des reproductions si vous voulez vous mettre par petits groupes parce que c'est plus simple pour suivre. C'est rapide, mais ça nous permet de bien comprendre l'évolution du paysage. Le village de la Bréjonnière se trouve ici. Vous avez deux chemins. Un chemin qui passe par le nord et un chemin qui passe par le sud. Donc ce sont les deux routes qui sont toujours présentes aujourd'hui depuis le bourg de la Boissière que vous avez pu emprunter, soit par le nord depuis ce côté-là, soit par le sud depuis ce côté-là, en passant devant le terrain de foot. Vous avez une organisation qui en fait nous indique une activité de polyculture vivrière déjà en 1808. C'est-à-dire que vous avez les bâtiments qui sont installés ici. Sur le pourtour, en verre hachuré, vous avez les jardins qui sont à proximité directe des habitations. Autour encore, de façon marginale, déjà au début du 19e siècle, vous avez des vignes qui devaient certainement être destinées plus à une consommation individuelle qu'à une une production et une ressource financière pour les habitants. Et tout autour, des terres labourables en grande majorité qui s'organisent autour du village. Au nord, ces terres labourables, elles sont bordées par des bois et des landes qui forment en fait un périmètre de transition avec les fermes alentours. Et de façon assez logique, tout le long de la Divate, en zone humide, au sud et à l'est, vous avez les prés qui bordent en fait le village. Donc tout ça pour vous dire que le cadastre déjà, quand on a commencé à l'étudier pour étudier ce village-là, ça nous a permis d'identifier de suite le fait qu'on n'était pas forcément sur une activité viticole importante, mais plutôt sur une activité de polyculture vivrière, schéma que l'on retrouve assez régulièrement sur les villages à commun sur le territoire. Cette impression, bien sûr, comme on fait de l'inventaire et qu'on s'appuie sur une architecture existante, on a essayé de la confirmer par le travail de terrain. Donc déjà, là où on est, on peut peut-être se retourner et vous allez me dire si vous voyez des bâtiments qui vous paraissent témoigner justement d'une activité agricole sur le village. Effectivement. La grange à piles, là ? Voilà, la grange à piles, c'est le type de bâtiment qu'on retrouve régulièrement ici à la Bréjonnière, vu qu'on en a au moins 4 ou 5, soit à piles rondes, soit à piles carrées. La grange, elle permettait de stocker du foin, de la paille, mais aussi du matériel agricole. Et donc on en retrouve beaucoup. Vous avez sur la droite, je vous propose qu'on avance pour que vous puissiez voir d'autres bâtiments agricoles. Vous avez ici une belle soue à cochon, effectivement. Alors ce sont des petits bâtiments en appentis qui permettent effectivement de réserver un espace pour les porcs. C'est identifiable par ce petit muret extérieur qui permettait d'avoir un accès pour les porcs à l'extérieur, mais quand même de les contraindre dans un espace. Et surtout, cette porte basse est assez typique justement de ces petits bâtiments, mais également la fenêtre en jour, toute simple, qui permet d'avoir en fait de l'air, mais pas forcément, qui n'apporte pas de lumière, ce qui n'était pas forcément nécessaire. À gauche, vous avez un autre appentis. Cet appentis, il est de taille plus importante. Son mur, qui devait être
aveugle, je le pense, avant, a été ouvert au XXe siècle. En tout cas, la maçonnerie là est récente. De l'autre côté, vous avez en fait une porte que vous pourrez voir qui a été fermée au XIXe en moellon de schiste. C'est une porte simple. On pense certainement que ça devait être un appentis, plutôt un abri pour des brebis, pas forcément des bestiaux plus importants comme des bovins, mais en tout cas certainement un espace pour abriter les animaux. Je propose qu'on aille voir d'autres bâtiments. Peut-être que vous pouvez me dire de vous-même déjà à quoi servaient ces bâtiments, ces deux bâtiments côte à côte. Et à quoi vous pouvez dire que c'est une maison? Exactement. Alors là, alors toujours, certainement, peut-être, je ne sais pas, mais effectivement, c'est une disposition assez récurrente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la porte et la fenêtre, elles ont été remaçonnées, donc il est difficile d'être certain du fait qu'elles aient toujours été là, mais je peux vous le dire par rapport à d'autres maisons qui ont été vues sur le vignoble, c'est assez effectivement classique d'avoir la porte et la fenêtre à côté. La cheminée, effectivement, c'est le marqueur aussi fondamental du fait qu'on est sur un bâtiment qui a été habité par des humains. Donc vous avez effectivement devant vous deux maisons qui sont présentes sur le cadastre de 1808, dont une a un appentis à coller. Comme elles sont assez similaires, on va d'abord regarder la première pour essayer de décrire ensemble les matériaux, puis les volumes aussi, et puis on va essayer de voir l'organisation intérieure sur la deuxième, où pour le coup le mur étant écroulé, ça nous permet d'avoir une vue sur l'intérieur de la maison. Donc peut-être qu'on peut essayer de lister ensemble justement les matériaux qui sont utilisés pour cette maison, s'il y en a que vous reconnaissez. Les pierres de schiste, effectivement, les pierres de schiste, c'est le matériau local, en fait. Ça nous donne l'indication sur le fait qu'on est sur des carrières locales qui ont été utilisées pour construire ces maisons-là. On est sur de tout petits moellons et les murs sont montés donc avec ces moellons de schiste à la terre. Vous avez quoi d'autre comme matériau? La tuile. La tuile, effectivement, est un matériau récurrent qu'on trouve pour la majorité des toitures ici sur le vignoble nantais. On parle de tuiles creuses, voilà, ou tiges de bottes, effectivement, qui sont prises en fait dans la maçonnerie. La brique, on pense que c'est certainement un remaniement du 19e siècle. On est sur effectivement un type de matériau de briques fines qui va se diffuser au 19e avec justement la diffusion du style de l'architecture rustique à l'italienne qui est à la base plutôt une architecture que vous pouvez voir à la Garenne-le-Maux notamment et qui après se diffuse dans les communs, mais les communs de châteaux plutôt et de domaines. Donc certainement un remaniement ici d'une maison, mais plutôt au 19e siècle. Vous avez aussi d'autres matériaux qu'on voit sur l'appentis, peut-être pour ceux qui sont de ce côté-là. Il y a du tuffeau, effectivement. Alors si vous regardez la forme de la fenêtre, très clairement ce n'est pas une fenêtre d'origine. Je trouve que c'est intéressant de le noter juste parce que là on est sur une superposition de styles architecturaux qui est assez détonnante. On est sur un style gothique en tuffeau. Ça s'explique par le fait, il me semble, que le propriétaire est tailleur de pierre. Oui, c'est ça. D'accord, oui c'est ça, je me rappelle effectivement. Donc taille de la pierre et en fait insertion d'une baie en tuffeau, mais c'est absolument pas classique et on ne trouve pas ça sur l'architecture rurale typique des villages à commun. Je vous propose qu'on regarde l'intérieur de la maison, voir ce qu'elle nous en dit sur les modes de vie. À l'intérieur de la maison, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur une pièce unique, rectangulaire, d'environ 30 mètres carrés. On a à droite un placard qui est dans le mur et on voit les vestiges d'un conduit de cheminée, effectivement, cheminée que vous pouvez voir dans l'autre maison. Cheminée très simple, à manteau de bois qui est protégé, le conduit est protégé en fait à l'intérieur par des dalles de pierre. Donc ici c'est écroulé.
on peut voir également, si on soutient la thèse qu'il y avait une porte et bien une fenêtre de ce côté-là, ce qui est un aménagement de façade assez classique. On peut voir également qu'il y a une seconde porte à l'arrière, ce qui est également une organisation en fait, de l'accès aux bâtiments et aux parcelles alentours, assez typique de ces maisons. Cette porte, elle s'appuie sur un mur double, c'est-à-dire que sur l'intérieur de la façade, vous avez un linteau en bois de chêne très simple. Par contre, à l'extérieur, vous avez une porte qui est plus travaillée, qui est en plein cintre en dalle de schiste. Comme c'est dans une ruelle, je vous propose d'aller voir après par petits groupes quand on va se déplacer si vous voulez. Mais là, c'est vrai que je ne fais pas venir tout le monde pour la regarder. Cette organisation en pièce unique, elle est quand même assez simple. On a des rapports de médecins du XVIIIe siècle qui ont été étudiés par un architecte qui s'appelle Christophe Le Pabic, qui a travaillé sur l'architecture bretonne et qui nous explique que ces rapports de médecins du XVIIIe siècle indiquent qu'on pouvait avoir 4 à 8 personnes qui vivaient dans ces pièces de 30 mètres carrés. On est sur une organisation de la vie où le collectif l'emporte clairement sur l'individuel, vu qu'on est sur des pièces qui forcément, comme elles sont uniques, sont aussi polyvalentes. Ce sont des pièces où on va se laver, où on va manger, où on va dormir, où on va travailler, fabriquer le pain, filer le tissu, etc. etc. Donc, ce qui nous importe comme information primordiale, c'est que sur ces villages-là, on était donc, en tout cas, du point de vue de l'architecture, sur des modes de vie très modestes. Cette hypothèse qui nous a été donnée par l'architecture, on a voulu la confirmer en faisant toujours cet aller-retour entre le cadastre et le terrain. Donc, on a essayé d'étudier justement du point de vue des propriétés foncières, de voir quelle était l'organisation en fait des propriétaires sur le village et de voir quelle était en fait leur catégorie sociale entre guillemets. Donc, nous sommes ici, nous sommes face à ces deux petites maisons. Donc, c'est celle qui est à côté, mais on vient de voir le format de la maison. Elle était en indivis entre deux laboureurs, Jean Libaud et René Emerio, en 1808. Ces deux laboureurs possédaient donc cette petite maison. Derrière, et de façon pas accolée, ils disposaient d'une dépendance agricole. Et du point de vue de leur propriété foncière, on voit en fait, en cartographiant, donc voilà, ces petites couleurs bien colorées sur le beau cadastre, j'en suis navrée. On a en fait une répartition très éparpillée de leurs propriétés foncières. On est sur, vu qu'on est sur des propriétaires types, environ 10 à 15 parcelles par habitant qui se répartissent, comme je vous le disais quand on regardait l'organisation du cadastre, entre jardins pour la culture des légumes, entre terres labourables pour la culture céréalière, également des vignes pour de la consommation individuelle et quelques prés en bordure de la Divate pour faire pâturer les bestiaux. Donc ce type d'organisation foncière, elle est assez caractéristique de ces villages à commun. C'est le type de constat qu'on a pu faire à chaque fois qu'on a fait ce travail-là de recherche et de cartographie, parce qu'on ne l'a pas fait pour les 96 villages. On se retrouve avec ce type de propriété foncière. Forcément, les modes de vie ont évolué. Sur le village, on n'a pas les mêmes maisons aujourd'hui. Je propose qu'on regarde juste la maison qui est derrière nous. Et peut-être déjà pour cette maison qui a été implantée en 1908, quelle est la principale différence que vous pouvez voir avec les petites maisons que nous avons derrière nous ? De la place. On est sur un volume très imposant. Par rapport aux petites maisons du 19e, on est sur une maison à étage qui nous indique forcément des mutations sociales. C'est-à-dire qu'on sort de ce mode de vie où le collectif l'emporte sur l'individu et ça nous indique que forcément le paysan cherche aussi à avoir des espaces privés qui en fait à distance de cette vie collective dans la maison. L'utilisation de la brique, elle est plus récente, c'est des remaniements plutôt du XXe siècle. On voit une différence notamment d'épaisseur et de qualité de la brique entre la petite maison en face où on est sur de la chantignole et là on est sur de la grosse brique plus épaisse. Mais par contre, effectivement, ce type de décor fait clairement référence à l'architecture rustique à l'italienne. Donc justement avec cette porte en arc surbaissé, le chaînage d'angle en brique et également cette petite fenêtre ronde qu'on appelle un oculus. Il vient de la décomposition
Bon, on va poursuivre le tour du village. Donc effectivement, comme le notent certains habitants de la Bréjonnière, je parle de 90% de laboureurs pour les habitants au 19e, mais on a quand même une activité artisanale avec un maréchal ferrant qui est répertorié déjà dans le cadastre en 1808, et ici l'ancien bâtiment qui a servi justement de forge, où on a une cheminée assez caractéristique, excusez-moi. Je vous propose qu'on s'arrête ici parce qu'on a une vue intéressante en fait sur les îlots bâtis. On vient d'en passer 2, mais on en a 2 autres ici. Et donc quand on regarde en fait l'architecture du village, vous voyez, on était là ici devant les 2 petites maisons. On vient de passer ce 2e îlot bâti et on est face en fait à cette rangée de bâtiments. On a un 4e îlot bâti devant lequel on va passer derrière. Ce qui m'intéresse dans le fait qu'on puisse le voir à l'œil nu et qu'on le voit sur le cadastre, c'est cette implantation particulière de ces villages sur le territoire. C'est une implantation qui a déjà été identifiée dans les années 80 lors d'une opération d'inventaire par Christine Toulier pour l'inventaire du canton de Clisson. Où elle parle en fait de village mosaïque. Village mosaïque, pourquoi ? Parce qu'en fait, on le voit assez bien ici, on est sur une multitude de toutes petites propriétés, des petits bâtiments modestes qui s'imbriquent les uns avec les autres, où en fait quasi chacune des habitations et dépendances partage un mur sur lequel vient se coller l'autre bâtiment, et qui sont organisés comme ça, en petits îlots, et pas en rangées le long d'un axe directeur sur le village. Ici, on est clairement sur cette organisation caractéristique de ces villages mosaïques, et cette organisation architecturale correspond à la grande majorité des villages à commun sur le vignoble. L'autre point intéressant depuis cette vue, et on va pouvoir avancer un petit peu dans cette allée, c'est de lire en fait cette complexité architecturale liée à ce bâti modeste et à cet usage de la pierre de schiste. Autant on peut voir des reprises modernes qui se lisent très facilement à l'œil nu avec de nouveaux enduits, une réutilisation d'une brique plutôt moderne et pas ancienne qui est plus épaisse, où on voit effectivement qu'il y a eu un travail sur l'architecture au XXe siècle. Mais c'est beaucoup plus difficile pour des îlots anciens où les reprises datent plutôt du XIXe, où on a des difficultés en fait à lire justement les modifications des bâtiments, alors qu'on est bien sûr très au clair sur le fait qu'en 1808, quand on nous indique qu'une maison est postée à un endroit, cette maison a pu devenir dépendance, et une dépendance a pu être agrandie et devenir maison. Par exemple, je voudrais qu'on prenne l'exemple, on va s'avancer juste un petit peu dans l'allée, comme ça vous allez voir ces modifications. Justement, ce qu'on appelle maison, plutôt avec la génoise, qui est également quelque chose de caractéristique du style de l'architecture à l'italienne. La génoise, c'est cette bande décorative justement qui est juste en dessous du toit, en briques et en tuiles. Ici, on était sur une dépendance à la base. Donc on est sur un bâtiment qui a très certainement été rehaussé et qui est devenu par la suite une maison et décoré en tant que tel. Ici, c'est juste pour vous montrer effectivement le type de portes qu'on pouvait avoir aussi 19e qui ont été ouvertes, où on voit en fait l'ensemble de ces modifications qui, par le temps, viennent se juxtaposer et créer en fait un ensemble qui est assez complexe à lire. Beaucoup de choses qui ont été reprises et remodifiées pour devenir soit des dépendances, soit des habitations. Mais typiquement, par exemple, là, la rehausse du toit et l'installation de la génoise au 19e sur un bâtiment de dépendance nous indique clairement qu'on a eu une modification de fonction au 19e qu'on n'aurait pas forcément saisi si on n'avait pas ces éléments-là de lecture, ces clés de lecture de l'architecture au regard du cadastre. Alors, j'ai une question là, à brûle-pourpoint, maintenant qu'on a fait le tour du village. Où sont les communs ? Qu'est-ce que sont les communs ? Mais est-ce
Alors, Est-ce qu'ils sont sur des communs? bonne question. Alors, on a en 2015, du point de vue du cadastre, parce que nous on repart toujours des informations du cadastre, 5 espaces communs. Le calvaire, le plus apparent, le puits. Calvaire et espace autour? Non, avec l'enclos du calvaire vient délimiter l'espace, effectivement. Le puits qui est juste le puits, que le puits et pas de parcelles autour. Et je vous montre, c'est plus simple. Donc tout ce qui est en orange, donc le calvaire ici, le puits, c'est ce qu'on vient de dire, la petite voie devant laquelle on vient de passer justement entre les deux îlots de bâtiments qui est commun, et également 2 chemins en direction de l'est et de l'ouest. Tout ce qui est en bleu ici est propriété publique. Donc on est, voilà, je vous vois faire mine, mais effectivement, si on remonte le temps, effectivement ces espaces-là étaient plus larges. Donc pour qu'on identifie mieux les communs, je remonte le temps depuis le cadastre 1808, on a donc cette implantation qu'on a vue sur cet espace lâche qui s'ouvre sur les voiries, où on n'a pas de propriété bien définie. Et pourtant, on est à peu près certain qu'effectivement, tout l'espace qu'on vient d'arpenter, nous, en se baladant dans le village, était commun aux habitants du village. On a 2 autres communs recensés. Un four, qui donc aurait été juste derrière vous. Il n'y a plus rien. C'est un four privé. C'est un four privé, voilà. C'est un four privé, hein. C'est pas le four commun. Hein. Voilà, le four commun, c'est pas le même. Hein. c'est pas le même. C'est pas le même. Ah, c'est pas le même, c'est pas l'ancien four. Ça, Oui, c'est un four privé qui était attenant à la maison. En fait, le four commun serait à peu près au niveau du muret. Était détaché des bâtiments et On le voit sur certains cadastres, il est en fait en 1808, il est effectivement noté au sol. Après, on n'a pas plus d'informations que ça, effectivement. Mais c'est vrai que les fours, on a à la fois des fours privés et des fours communs. Du point de vue de l'architecture, là, je ne peux pas vous dire à quoi ils ressemblaient, donc je ne ferai pas d'hypothèse sans savoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avait bien un four commun. On a également un plan d'eau qui est répertorié sur un document de 1849 qui correspond à un plan intermédiaire qui a été perdu. Donc là, c'est une hypothèse que je fais, qui serait un plan d'eau qui est derrière un espace où aujourd'hui vous faites votre fête du village, il me semble, donc qui est un plan d'eau comblé. C'est ça, ou ce qui est un peu boisé aujourd'hui, mais qui aurait servi d'abreuvoir et de lavoir, qui sont en tout cas les 2 usages les plus récurrents justement pour les plans d'eau au 19e. Pourquoi on pense que cet espace-là était commun? Notamment parce qu'en fait, en 1950, à la rénovation du cadastre, en fait cet espace-là il apparaît comme commun aux habitants du village. Et il le restera jusque dans les années 2000, au moment du partage par les habitants du village en parcelles privées. Donc en fait, ici, vous avez tout ce qui est en vert marron, ici, les espaces communs. Donc très clairement, tout l'espace sur lequel s'implante le bâti privé. Plus les chemins qu'on retrouve qui sont toujours présents. Donc aujourd'hui, on a vu qu'effectivement, on avait un puits, on avait un calvaire, on a un espace de desserte des bâtiments. On a vu qu'il y avait une activité de polyculture vivrière, qu'on était avec une population modeste qui possédait peu de terres. En fait, ces espaces-là, ce sont des espaces supplémentaires qui servent à la survie des habitants du village. Donc on va avoir des espaces tout autour des habitations qui permettent à la fois de stocker, donc on a parlé de gerbiers, de paillets, de dépôts de fumier, donc qui permettent de stocker la récolte agricole, mais également des espaces qui permettent de travailler cette récolte agricole. Donc on va avoir des aires de battage de blé. C'est difficile aujourd'hui d'identifier, à part avec le témoignage des habitants effectivement au début du XXe, qu'il y avait des dépôts de fumier à tel endroit, etc. Ça c'est vraiment très compliqué, mais on sait qu'il y avait ces usages-là. Il y a également un usage de pâture aux abords directs en fait, des habitations et justement des dépendances qui abritent les animaux la nuit. On n'a pas parlé des chemins, parce que les chemins, c'est étonnant qu'ils aient été conservés, ces 2 chemins-là.
ces chemins, en fait, tout simplement, comme on est sur une propriété privée très éclatée, très éparpillée, ce sont des chemins communs qui permettent d'accéder aux terres. On a besoin d'accéder aux terres qui sont enclavées, et s'ils ont été conservés, c'est qu'on continue d'avoir ces terres encore enclavées du point de vue de la propriété. Excuse-moi, ils auraient pu être appropriés par la commune aussi. Oui, mais en fait, là, pour le coup, vous pourrez expliquer les motivations, effectivement. Le site, Oui. le site. Allez-y. Pourquoi le commun a été abandonné? Parce qu'il y avait besoin d'y passer des équipements de service, l'électricité. D'accord. Voilà. Le site géographique me paraît devoir être souligné. Pourquoi? Parce que c'est un cul-de-sac à cause de la rivière la Divate. Du coup, les chemins ne sont guère empruntés que par les habitants de village, donc ils ne servent pas aux autres. Quel est l'intérêt de les rendre communaux dans ces conditions? D'autre part, est-ce que ce site n'explique pas le plan mosaïque du village? Je veux dire par là que comme c'est un cul-de-sac, on n'a pas besoin d'aller tellement au-delà, enfin un petit peu forcément jusqu'à la rivière, mais pas vraiment beaucoup. Donc c'est un village où on tourne en rond, si j'ose dire. Enfin, il y a des villages qui s'appellent la Giraudière, etc., qui veulent dire ça, à savoir qu'on tourne en rond. Et bien ici, c'est un peu ça aussi, on tourne en rond d'une certaine façon. Oui, le mode de vie le veut. Après, de toute façon, là, c'est là où on manque d'informations plus anciennes, mais pendant l'Ancien Régime... Je partage l'idée de tourner en rond dans les villages. Aux générations précédentes, c'était ça le thème, parce que quand il y avait une fête, on commençait dans une cave, et on finissait forcément dans la... Ah oui, non, mais c'était... Si on avait commencé dans une, il fallait forcément toutes les fêtes. Ah bah oui, c'était obligé. C'était une obligation. À quand remonte l'origine des communs? Très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. Trop. C'est compliqué. Je pense que c'est le Moyen-Âge carrément. Oui, alors on a des traces dans certains aveux seigneuriaux de mention de commun. Une nécessité C'est la nécessité qui a fait. En fait, on pense aussi que quand il s'agit de terres incultes, donc qui forcément ne sont pas convoitées pour devenir propriété privée. Ce sont des terres incultes, donc qui n'étaient pas mises en culture par le seigneur des terres, et on pense, mais c'est une hypothèse parce qu'on n'a pas assez de travail dans les archives pour venir confirmer cette hypothèse-là, mais qu'effectivement, à la période médiévale, les seigneurs donnent des droits d'usage sur ces terres pour pouvoir fixer aussi une population dans des lieux assez difficiles du point de vue de la mise en culture. Ça permet de fixer ces petites populations modestes justement sur des espaces où la mise en culture est difficile. Et du coup, c'est recentré sur des activités en commun qui sont plus les mêmes. Voilà, qui sont Il y a plus une les association mêmes, de mais qui village font qui que s'est cet créée, espace-là, qui a conservé son notre petit espace espace de commun, fête. on y fait. Voilà. Ça a été vu Une fête, différemment. quoi, c'est ça. En fin de compte, oui, même l'espace commun qu'on emprunte pour notre fête commune, on l'échange contre des communs que l'exploitant prête à un commun pour faire la fête. Ouais. Vous voyez, vous êtes vraiment des fêtards. Ah, c'est plus un commun, là où on festoie. Là où on festoie, c'est plus un commun, mais c'est un échange dans les usages. Voilà. J'ai un papier signé par le propriétaire qui s'engage à nous prêter le terrain en échange de l'exploitation du commun. Lui, il exploite un commun à nous. Voilà, c'est très... Mais on reste toujours dans les règles du commun, toujours... Et alors, vous avez un statut associatif? Tout à fait. D'accord. Ok. Non, mais ça parle généralement. On a créé cette association au départ pour justement céder, pour rétrocéder ces communs à tout. On verra mieux sur le plan que j'ai là-haut. Bah oui. Et quand on a rétrocédé ces communs, monsieur le maire à l'époque nous a conseillé de se mettre en association pour mieux travailler le sujet. C'était très très complexe. Le notaire nous avait évoqué ça impossible à faire. On a mis 6 ans à le concrétiser, très très long, mais on est arrivé à un résultat et on garde quand même des communs qu'on prend plaisir à entretenir. Bah oui.
Moi, est-ce que je peux glisser un mot? Allez-y, puis après je Oui, il y a termine. un autre élément qu'il faut mettre au dossier de l'ancienneté des communs, de l'ancienneté du village, de l'ancienneté du peuplement, c'est le nom, la Bréjonnière. Tout le monde comprend évidemment ce que ça veut dire, parce que tout le monde a étudié le gaulois. Parce que là-dedans, il y a 2 mots gaulois. Ah, ce qui montre quand même que l'habitat n'est pas récent et même remonte bien avant la féodalité. Vous avez là-dedans Brégu, qui évidemment c'est pas un mot tellement original, puisqu'il donne probablement par l'intermédiaire du latin le français bref. Et puis vous avez Onnière, alors ono, qui désigne l'eau, en principe l'eau courante, qui est une allusion probablement à la rivière. Alors Brégu, ça veut dire bref, mais il me semble que ça veut dire au total l'eau brève, c'est-à-dire l'eau qui ne coule pas depuis bien longtemps, quoi. C'est-à-dire on est en amont du ruisseau. Voilà, ça le sens me semble-t-il. Alors nous, on l'a employé différemment. explications effectivement du toponyme depuis. Ah, nous, on n'a pas été si loin, mais nous ici, un petit terrain, c'est un bourgeon, comme on dit, un bourgeon. Donc, bourgeon, Bréjonnière, on est sorti de là, et on a été beaucoup plus court, hein, on n'a pas été si loin certainement, et on a appelé notre association les Voyettes des Bourgeons, parce qu'il y a plein de petites voies, et Bourgeons, les petits coins, et c'est pour ça les Voyettes des Bourgeons. C'est notre association. Mais Je ne vous dis pas le contraire de ce que vous dites. non. Je voudrais souligner quand même qu'il est plus vraisemblable d'expliquer un nom de village par le site de ce village que par une caractéristique particulière, comme un puits ou je ne sais pas, un étang. Vous voyez, il faut chercher quand même une caractéristique de site. Bon, maintenant, c'est une opinion. Pendant très longtemps, la toponymie a cherché à expliquer les noms de lieux par des noms de personnes. Elle le fait encore en partie, c'est en partie vrai. Bon, c'est très compliqué de toute façon. À propos de la petite pointe qui a été vendue à 10 €, comme vous le disiez tout à l'heure, le fruit de cette vente va où? Parce que à quel propriétaire? alors on a acheté ça à un prix, c'est vraiment symbolique, hein. C'était vraiment avec la mairie. On a vendu une partie, on a échangé contre un bon principe, échangé avec la commune, les voiries, ce qui est la voirie principale, qui a été commun, hein, toute cette voie-là a été commun. Donc ça a été échangé à la mairie. En contrepartie, ils ont réglé les actes notariés. Donc il y a eu un échange. Nous, l'association, on a récupéré cette vente, une partie de la vente, donc ce terrain, pour payer le bornage. Ça fait que l'un dans l'autre, on n'a pas gagné beaucoup d'argent, mais personne n'a perdu d'argent. Le frais de bornage, c'est pareil, c'était un sacré travail. Monsieur Onillon de Clisson est venu, je ne sais pas combien de fois, il a fait des réunions avec le village et pour organiser, pour faire passer les vraiment au mieux, parce que les voisins, c'était pas toujours simple non plus, hein, il y a eu de grosses discussions. C'était à nous. Alors ça s'est fait longtemps. Et donc il y avait un coût quand même. Et donc cet argent a servi à payer et le reste est resté à l'association qui continue. Donc on a travaillé sur ce calvaire. Donc ce fonds de caisse sert à n'importe quelle manifestation. On achète un peu de matériel pour faire nos fêtes et tout. On a une petite cotisation obligée, puisque c'est une association, donc on a une cotisation. Et on organise 2 voire 3 fêtes, mais en général 2 fêtes. Donc la fête au mois de juillet, c'est la fête principale. Et on fait une soirée crêpes tous les ans. Là, en février, pour sortir d'hiver, pour se revoir, parce que dans l'hiver, on ne se voit pas beaucoup.
Et on est content d'amener chacun ses crêpes et puis de manger ensemble et de boire un petit verre ensemble. Je voudrais juste conclure, justement, on s'arrête sur le calvaire. Là, je pense qu'on l'a bien évoqué, la sociabilité de ces villages à commun. Et le calvaire me paraissait être une bonne façon de finir cette visite, parce qu'effectivement, on est sur un calvaire qui est créé en 1945. Je me permets d'utiliser la photographie que Madame Grasset et Monsieur Grasset m'ont gentiment laissé reproduire, qui est la photo en fait de l'inauguration du calvaire en mai 1946 suite à une mission religieuse. Ce qui est intéressant dans ce calvaire, c'est qu'il vient remplacer un calvaire plus ancien qui date de 1875. Mais lorsqu'il vient le remplacer, on est déjà sur une initiative collective. C'est-à-dire que ce sont l'ensemble des habitants du village qui décident de construire le calvaire. On est sur des choses récupérées, notamment le socle va être fait avec d'anciennes pierres d'édifice et d'anciennes meules, justement pour le blé. Et ce calvaire-là, il a cette particularité d'être enclos par des piquets qui ont été récupérés à Saint-Nazaire suite à la Seconde Guerre mondiale, qui étaient des piquets qui normalement étaient utilisés pour fermer les camps nazis. Et pourquoi ils ont été récupérés? C'est en référence à la raison pour laquelle, en fait, le calvaire a été construit, c'était pour remercier le fait d'avoir épargné des hommes mobilisés pendant la guerre sur le village. Ce qui est intéressant dans ce calvaire-là, c'est effectivement, comme le soulignait Monsieur le Priélec, c'est qu'il soude en fait la collectivité d'habitants dans sa temporalité, vu que pour les 70 ans du calvaire, tout le monde s'est réuni et mobilisé pour restaurer le calvaire et le conserver. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus et puis peut-être en conclusion rappeler justement ces grandes caractéristiques, vu que c'était un peu la question de ce village-là, en quoi il était un village typique. On l'a vu, d'un point de vue foncier, on est sur une organisation en îlot qui indique une grande proximité, une grande sociabilité entre habitants. On est sur une population modeste avec une architecture rurale vernaculaire simple qui utilise des matériaux locaux, où une activité de polyculture vivrière s'appuie sur le commun dès le 19e et certainement avant, où il joue en fait un rôle social important. Et ce sont des villages où, pour certains, comme ici à la Bréjonnière, le commun continue de jouer cette cohésion sociale, pas pour la survie des habitants, mais plus dans le quotidien et le côté festif et ponctuel aussi des usages et des rassemblements. Voilà, je vous remercie. Merci.